Bonjour, donc je fais la deuxième vidéo sur les unités que je refais, puisque le son n'était pas terrible non plus dans celle-ci. Donc ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai créé une playlist qui s'appelle Playlist 2023, et dans cette playlist 2023, je vais remettre sur à mesure les vidéos dans l'ordre pour ceux qui veulent suivre le cours, mais je ne referai pas toutes les vidéos, je vais refaire les vidéos où le son est défectueux, et où j'ai fait des petites erreurs qui ont été corrigées au fur et à mesure via les internautes. Je vais les mettre dans l'ordre, comme ça sera plus simple. Bon, il y en a qui prennent pic-ploc les vidéos, mais il y en a qui veulent absolument suivre un cours. Voilà, donc on va commencer, puis on va remettre tout ça en ordre. Dans le système SI, on a déjà vu quelques unités. Maintenant, on va voir l'unité chimique. Alors l'unité chimique, ça s'appelle la mole. La mole, c'est quoi? C'est la quantité de matière contenant 6,02 10 puissance 23 entités. Entité, c'est quoi? C'est les molécules, les atomes, les ions. Le symbole de la mole est la mole, tout simplement, MOL. Le nombre de moles est représenté par la lettre N. Alors, 6,02 10 puissance 23 permet la conversion du nombre d'entités, molécules, atomes ou ions, comme on a ici, en nombre de moles et inversement. Je ne m'étends pas sur cette unité. Pourquoi? Parce que ça ne nous sert pas à grand chose, nous autres. Alors là, on attaque une autre unité qui est très importante pour nous, par contre. C'est l'unité de température. On verra Fahrenheit, Celsius, Kelvin et d'autres. Alors le Kelvin correspond au zéro absolu. Premièrement, le zéro absolu est une température fictive que l'on a fixée à moins 273,15 degrés Celsius. Nous disons qu'elle est fictive car nous n'avons jamais réussi à l'atteindre avec exactitude. Mais nous en sommes à une fraction de degré près. Donc l'évaporation de l'hélium, vous voyez, c'est 0, et tout un tas de 0, 1 Kelvin. On y est pour ainsi dire, mais bon, les scientifiques considèrent qu'on n'y est pas encore. On avait Galilée qui a étudié et qui a fait un thermomètre et qui chauffait et que ça montait dans un tube pour indiquer, donc c'est un tube en spirale, et qui nous indiquait les températures. Bon, je ne vais pas citer encore ça dans cette vidéo, mais maintenant vous avez Réaumur, ça c'est une unité de température qui existait dans le temps, mais qu'on emploie. Donc, qui fut amené à inventer vers 1730 à cause de l'imprécision des mesures employées par le thermomètre à alcool qui porte son nom, bien qu'il ait été détrôné plus tard par le thermomètre Celsius. Donc on a eu Réaumur qui a créé donc ce thermomètre qui a donné cette unité Réaumur, et après ça a été détrôné par le thermomètre Celsius qu'on connaît maintenant. Il constituera un notable progrès au XVIIIe siècle. Son échelle fut fixée en 1732 à 0 degré pour la température de fusion de la glace et 80 degrés pour l'ébullition de l'esprit du vin. Vous voyez, c'était pas précis ici. Donc c'est pour ça qu'on a que ça a été créé. Maintenant on a changé avec le degré Celsius. Celsius, c'est un physicien suédois, Anders Celsius, fit construire en 1741 un thermomètre à mercure qui marquait 100 degrés au point d'ébullition et 0 degré au point de congélation de l'eau, ce qui fut utilisé en 1742-1750 à l'observatoire scandinave d'Uppsala, Uppsala en français. En 1745, Linné présenta à l'Académie suédoise des sciences un thermomètre à mercure à échelle centésimale ascendante, ayant le zéro au point de congélation de l'eau. À la même époque, le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts de Lyon, Jean-Pierre Christin, faisait construire par l'artisan lyonnais Pierre Casati un thermomètre à mercure à l'échelle centésimale, qui présenta au 19 mars 1743 à l'Assemblée publique de cette académie. Le thermomètre suédois et le thermomètre de Lyon n'auraient eu qu'une utilisation restreinte si la Révolution française n'avait pas donné au monde moderne le système métrique. Et si la commission des poids et mesures créée par la Convention n'avait décidé en 1794 que le degré thermométrique serait la centième partie de la distance entre le terme de la glace et ceux de l'eau bouillante, donc de 0 degré à 100 degrés Celsius. En octobre 1948, à la suite d'une décision de la 9e conférence des poids et mesures, le degré centésimal a pris le nom de degré Celsius. Alors maintenant, on va voir les échelles qui sont très importantes, donc ça devient un domaine important pour nous, et pour tous ceux qui utilisent ces tables-là, la conversion de Kelvin et degré Celsius. Pourquoi on va utiliser le Kelvin? Il faut savoir que dans beaucoup de formules, on repasse au Kelvin et on n'utilise pas le degré Celsius. C'est comme ça que c'est fait, donc pour avoir des bons delta T, des bonnes mesures, et pas confondre. Donc il faut bien noter que le Kelvin, une échelle de température comme le degré Celsius, mais on voit bien que
on aura un décalage. Donc ici, moins 273 degrés Celsius égale 0 Kelvin. Donc moins 273 degrés Celsius ici, bon, ça arrondit ici bien sûr, égale 0 Kelvin. Donc le 0 Kelvin démarre à moins 273 degrés Celsius. Et quand on arrive à 0 degrés Celsius, ben on arrive à 273 degrés Kelvin. Donc Kelvin, l'échelle Kelvin et l'échelle des degrés Celsius, c'est la même échelle, mais sauf qu'elles sont décalées. Il y en a une qui commence à 0, l'autre commence à moins 273, ce qui fait que quand on arrive à 0 ici, ben on a 273 ici. Quand je remonte 1 Kelvin, ben ici, je suis à moins 272, et ainsi de suite. Quand je suis à 10 Kelvin, là, je suis à moins 263. Donc à chaque fois, l'échelle va changer, pareil que celle-ci, sauf que ça ne sera pas les mêmes mesures qui seront lues. Et ce qui fait que si je mets 100 degrés Celsius ici, ben, fatalement, je rajoute 100. Voilà comment ça marche. Alors dans le temps, on avait sur Kelvin un petit zéro qui était ici, comme les degrés Celsius. Maintenant, ça a été supprimé, c'est Kelvin. Il ne faut pas oublier que Kelvin, on l'utilise aussi pour le delta T. Alors la première échelle à être universellement reconnue fut celle de Gabriel Fahrenheit, un Hollandais qui, au début du XVIIIe siècle, fabriqua des thermomètres au mercure qui permettaient de mesurer les températures de manière fiable et répétitive. Son échelle reposait sur 2 points. Le point bas représentait la température la plus basse que Fahrenheit pouvait reproduire et qu'il nomma 0 degré. Elle était donnée par un mélange de glace et de sel. Cette température correspond à environ moins 17,8 degrés Celsius. Ouais, les échelles Fahrenheit et degrés Celsius ne correspondent pas du tout. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Le point haut représentait la température du son humain qu'il nomma 96 degrés. Cette température correspond à environ 35,5 degrés Celsius. Alors pour nous, c'est pas facile de traduire parce que nous, c'est des environs. On verra qu'il y a des différences avec les traductions, mais c'est comme ça. Pourquoi 96 et pas 100 degrés? Sans doute parce que beaucoup d'unités anglaises étaient sur une base dodécimale et que le système métrique était à ses premiers balbutiements. Quoi qu'il en soit, dans la glace fondante, un thermomètre Fahrenheit indique 32 degrés Fahrenheit et 212 degrés Fahrenheit pour l'ébullition de l'eau. À 0 degrés Celsius, là, on a 32 degrés Fahrenheit. À 100 degrés Celsius, on a 212 degrés Fahrenheit. Donc vous voyez, les correspondances sont vraiment différentes. Et il y a une formule qui est assez spécifique pour ça. La voici. La conversion des degrés Celsius et degrés Fahrenheit, les échelles ne sont pas identiques, elles sont décalées. 1 degré Celsius n'est pas égal à 1 degré Fahrenheit. Alors la conversion oblige d'utiliser une formule. Pour traduire des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, on prend les degrés Celsius, on multiplie par 9, on divise par 5 et on rajoute 32 à la fin. Quand on veut faire l'inverse, degrés Fahrenheit en degrés Celsius, ici j'ai rajouté 32. Les degrés Fahrenheit, j'y retire déjà les 32 pour arriver à la formule d'ici. Et après, qu'est-ce que je fais? Je divise par 9 cinquièmes, ou je multiplie par 5 par 9. Ça va nous donner, par exemple, si je prends, admettons, on a vu que 212 degrés Fahrenheit ici, 100 degrés Celsius, je multiplie par 9, ça fait 900, on divise par 5, ça fait 180, plus 32 égale 212 degrés Fahrenheit. Les 212 degrés Fahrenheit, je les ramène par exemple pour avoir des degrés Celsius, je retire déjà les 32, comme je fais ici, je divise par 9 sur cinquième, donc on peut multiplier par 5 et rediviser par 9, on inverse, et ça nous donnera 100 degrés Celsius. Il y a un endroit où on va retrouver notre correspondance, c'est le seul endroit où on le trouve, c'est à moins 40 degrés Celsius, ça fait moins 40 degrés Fahrenheit. Ces deux températures correspondent. Là, vous voyez, c'est ici, 0 correspond à 32 degrés Fahrenheit, 100 degrés Celsius correspond à 212 degrés Fahrenheit. Vous voyez, c'est une échelle que j'ai repris ici. Alors, pourquoi on parle de degrés Celsius, degrés Fahrenheit? Parce que des livres anglo-saxons sont Fahrenheit, et des fois, on retrouve, si on a l'occasion de travailler à l'étranger, on va retrouver des Fahrenheit et pas des degrés Celsius. J'ai eu l'occasion de voyager, et au Japon c'est du Fahrenheit, au Canada c'est du Fahrenheit, donc il faut s'adapter. Et les pressions aussi, il y a des différences. Alors l'échelle Rankine n'est que la transposition en degrés Fahrenheit de l'échelle de température absolue Kelvin. Donc nous on a l'échelle Kelvin pour le zéro absolu, eux ils ont Rankine. Or c'est toute une formule, degrés Fahrenheit plus 459,67. Donc la précision n'est pas encore là, mais il y a l'échelle Rankine aussi qui existe. Donc ici, je la représente ici pour calculer l'échelle Rankine. Donc 0 Kelvin et les Rankine, à quoi ils correspondent? Quand on a 273 Kelvin, donc 0 degrés Celsius, ici on a 491,67 degrés Rankine. Vous voyez, c'est pas du tout correspondant, et là,
Là, je rajoute 100, ben là, pas du tout. Hein, vous voyez, c'est 671,67 pour 100 degrés Celsius, que là, c'est 373,15 Kelvin. Le volt, alors le volt, on a les sous-multiples, le millivolt, 0,001 volt. Bon, il y a d'autres unités dans le volt, mais j'ai pas approfondi, à part que j'ai mis kilovolt, 1000 volts. Bon, c'est des unités qu'on emploie régulièrement le plus souvent, donc on ne va pas s'éterniser sur toutes les unités d'un bout à l'autre. Alors, comment on mesure la tension? Avec un appareil de contrôle, vous avez mesurer une phase, le neutre ou deux phases. Ça dépend si c'est... Là, c'est 340, admettons, pour avoir 240 volts ici, c'est une phase 380 volts ou 400 volts, et le neutre. Et là, on obtient 240 volts. Si c'est deux phases qui sont des 240 volts, on aura 240 volts. C'est tout simple. Hein. Mais bon, ça fait partie du cours d'électromécanique. Tension égale U, volt. L'unité de courant, l'ampère, donc son multiple milliampère, MA, 0,01 ampère, multiple kiloampère, KA, 1000 ampères. Alors là, bon, bien sûr, il y a toutes les unités intermédiaires qui sont là, je ne les mets pas non plus. Bon, l'ampère, on mesure que sur un fil. Soit qu'on prend une pince ampère-métrique, soit qu'on met l'ampère-mètre en série. Donc on coupe ici le fil, on passe dans l'ampère-mètre, on ressort, et on mesure le courant égale I ampère. À défaut, ça permet de dire une chose ici. Quand on dit, tiens, j'ai du courant sur une prise, en général, c'est la tension qu'on a. C'est une tension qu'on dit. Donc, tension et courant, on confond souvent. Alors, l'unité lumineuse, la candela, alors c'est spécifique la candela, hein, c'est l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui permet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 10 puissance 12 Hz, et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1 sur 683 watts par stéradian. Alors, la candela, c'est quoi? C'est l'éclairage d'une bougie. Le flux lumineux est exprimé en lumens. Donc nous, on en pourra plus facilement ça que la candela elle-même, mais la candela, c'est système SI. C'est le flux émis par une source de ponctuelle uniforme de 1 candela dans l'angle solide de 1 stéradian. L'angle solide d'un stéradian est défini par une surface sphérique de 1 mètre carré placée à 1 mètre de la source de 1 candela. Le lux est égal à 1 lumen mètre carré. Donc le lux et le lumen, ce sera des unités qu'on va employer dans les unités lumineuses. Bon, bien sûr, pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que quand on va avoir une pièce et qu'on va la climatiser, on devra calculer le nombre de lux et le nombre de watts qu'il y aura dans cette pièce. Et combien il en faut, parce que il faut rester raisonnable pour l'éclairage. Donc cette vidéo va s'arrêter là, et après je vous finirai, je pense qu'il y aura encore deux autres vidéos, parce que j'avais dit 3 vidéos, mais en fin de compte je vais le faire sur 4. Voilà. Bon voilà, c'est une petite vidéo que je vous ai montrée pour vous montrer les dernières unités du système SI. Et on va voir après les dérivés des unités SI, à quoi ça nous amène pour calculer la vitesse et ainsi de suite, qui sont très importantes dans notre domaine. Et puis dans d'autres domaines, ça servira pour d'autres domaines aussi. Voilà. Allez, je vous laisse, à bientôt.